Bonjour à tous et bienvenue dans Pile ou Face. Ses films remplissent les salles, ses répliques circulent partout et son humour a largement dépassé les frontières de la Corse. Acteur, réalisateur, scénariste, Éric Fraticelli s'est imposé comme l'une des figures incontournables de la comédie française. Après le succès du Clan et de Permis de construire, il revient avec Permis de détruire, un des films les plus attendus de l'été. Mais derrière les millions de spectateurs, les salles pleines et les répliques qui font mouche, qui est vraiment Éric Fraticelli? L'enfant de Bastia, le philosophe devenu comédien, le réalisateur, le père de famille, l'homme derrière les personnages. Dans quelques instants, Éric Fraticelli va se livrer comme rarement. Le cinéma, la Corse, les succès, les critiques, les souvenirs qui l'ont construit, mais aussi ses rêves les plus secrets et bien entendu cette famille qui occupe une place immense dans sa vie. Et puis nous laisserons aussi une grande place au hasard, car dans Pile ou Face, une simple pièce peut faire basculer toute l'interview. Abonnez-vous, likez, commentez et rejoignez-nous dans cette nouvelle aventure. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter, l'épisode est aussi disponible en version audio sur Spotify. Pile ou Face, c'est parti! Bonjour Éric Fraticelli. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans Pile ou Face, au moment où se prépare la sortie de votre nouveau film, Permis de détruire. Ça sera forcément un des films de l'été et on vous le souhaite, le film de l'été. Des millions de Français ont ri devant Permis de construire. Permis de détruire, c'est à la fois dans la continuité, mais c'est pas totalement une suite. On retrouve des personnages, mais il y a des choses un peu différentes. Tout à fait, oui. On peut voir Permis de détruire, même si on n'a pas vu Permis de construire. On comprendra. Exactement. Alors effectivement, il y a du coup des personnages qu'on retrouve, notamment celui que j'ai incarné, des personnages secondaires qui étaient là, qui amenaient beaucoup de comédie. Mais au niveau des personnages principaux, donc le personnage qu'incarnait Didier Bourdon dans Permis de construire n'y est plus. On avait quitté Permis de construire où il projetait de s'installer en Corse. On attaque Permis de détruire où visiblement il a lancé la construction d'un cabinet médical. Mais il n'arrivait pas à se faire la vie en Corse, il est reparti, il a vendu ça au personnage qui est incarné par Patrick Timsit, qui lui s'est entouré d'un camarade et de sa femme aussi, pour, on va dire, venir faire le psy. Son camarade, c'est Cadmerade, qui va faire le psy dans le village, quoi. Pourquoi le choix de Patrick Timsit et de Cadmerade? Alors Cadmerade, ça fait un petit moment, on se connaissait, j'avais déjà joué dans son film, on est copains quoi, dans la vie. Et ça fait un petit moment qu'on dit, bon, il faut qu'on retravaille ensemble, et on n'avait jamais trouvé ni le temps ni le projet. Là, c'était l'occasion. Et Patrick Timsit, comme il fallait un duo, on essayait de faire un duo inédit, et c'est la première fois qu'ils partagent l'affiche ensemble. Ouais. Donc, il faisait partie de la courte liste des gens avec qui Cad n'a pas joué. Et donc, quand j'ai vu la liste, j'ai dit, tiens, on le voit pas beaucoup, donc c'est un super artiste, j'aimerais bien lui proposer, voilà. Et on lui a envoyé le scénario le jeudi et le vendredi à midi, il avait dit oui. Et ça a matché, Patrick Timsit et Cadmerade sur le tournage? Ouais. Oui. En fait, sur le tournage, il y a eu une super ambiance. Alors, ils sont complètement différents, mais en même temps, ils ont énormément de points communs, quoi. C'est des gens qui aiment la vie, qui aiment l'humour, qui plaisantent, qui travaillent sérieusement tout en étant décontractés. Bien sûr que ça a matché, oui. Donc, Cadmerade, vous connaissez depuis longtemps et c'est un peu grâce à lui que vous êtes venu à la réalisation. Alors, à la réalisation, oui, un petit peu, c'est vrai. Il y a eu une anecdote quoi, dans Marseille, mais avec Patrick Bossou, ils étaient venus me voir l'été pour faire un petit tour de moto pendant 2-3 jours. Et c'est là qu'ils m'ont dit, on va faire un film à la rentrée, mais on n'a rien pour toi. Mais si tu acceptes de venir juste une journée, si tu le prends pas mal, eh ben, on t'écrit une scène. J'ai dit, ah ben oui, ok. Donc ils m'ont écrit une scène, ils m'ont dit, voilà, tu montes dans un taxi et tu racontes à ton cousin qui conduit ce taxi que tu as vu le film Gravity. Voilà. Et ils m'ont laissé un peu le raconter à ma manière. C'est quoi l'histoire? Parce que des fois, avec l'histoire, on peut retrouver le titre. Ben, l'histoire, tu sais, dedans, il y a celui qui fait les pubs des capsules de café. Tu sais, celui qui est beau. Oh oui, tu le connais, lui. Oh. Il y a lui, il y a une comédienne, tu la connais aussi, elle est connue. Oh. C'est Sandra Baloroc, je sais pas. Et c'est devenu carrément le teaser du film. Ouais. Là, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais ils ont traduit la scène, ils l'ont envoyé au réalisateur de Gravity, qui était lui au Mexique. Je crois qu'il est mexicain.
Lui-même, ça l'a fait rire, il a envoyé au patron de Warner à Los Angeles et qui lui-même l'a renvoyé en France en disant « Il faut travailler avec ce mec, qui c'est ?» Voilà, bon, c'était moi, je suis un inconnu, en tout cas pour le patron de Warner à Los Angeles, je suis un inconnu. Et c'est là qu'il m'avait proposé de faire un film et ça a été Permis de construire. Oui. Ouais. Donc c'est grâce à une scène de 2 minutes que vous avez improvisé quelque part. Alors, ils m'ont donné quand même l'idée, ils m'avaient quand même écrit un texte, ils m'ont juste dit, voilà, tu changes ce que tu veux. Et voilà. Alors oui, ça m'a permis, disons, d'écrire, Permis de construire. C'était pas prévu que je le réalise. Et puis en fait, les producteurs m'ont dit, mais tu vas le réaliser toi. Parce que la réalisation, jusqu'à ce moment-là, vous n'y aviez pas forcément pensé. Non. Alors, je l'avais évoqué avec un autre producteur, Philippe Godot, avec qui je fais pratiquement tous mes films maintenant. Lui, sur un film qu'on essayait de monter, il m'avait dit « il faut que tu sois réalisateur ». On n'était pas arrivé à le monter, et on est arrivé à le monter après. C'est-à-dire qu'il y a eu Permis de construire, il y a eu Le Clan, que j'ai fait avec Philippe Godot et Richard Caillat, et il y a eu Inestimable. Et c'était Inestimable qu'on avait essayé de monter avant Permis de construire, on n'y était pas arrivé, finalement on y est arrivé. Après. Voilà. Mais le premier à avoir eu... l'idée et le premier à m'avoir poussé à réaliser, c'est Philippe Godot. Le Clan, c'est une histoire incroyable parce qu'à la base, c'est une pièce. C'est une pièce, oui. Ouais. Le Clan, c'est une pièce et ça a été un souvenir incroyable, une pièce mais d'une efficacité terrible. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de troupes amateurs qui me demandent l'autorisation de la jouer. Il y en a même dans la région, d'ailleurs. Ouais. Hier, ils sont venus justement à une avant-première, ces gens-là. Et c'est une pièce incroyable. Et même le film... Même s'il n'a pas connu un grand succès en sortie cinéma, parce qu'on n'avait pas une grosse distribution, il n'y avait pas de vedettes dans le film. Donc, ouais, mais les diffusions télé, ça... Mais après, la diffusion télé et la VOD, quoi, les achats et locations du film, là, ça fait un tabac. Et depuis, mais il y a un public incroyable. Et c'est pour ça qu'on a décidé de tourner le 2. Ouais. Et je viens de finir le tournage. Et ça sera là une suite, là, carrément, ou c'est un peu comme Permis de détruire? Disons que c'est la suite de l'aventure de ces 4 bonhommes. C'est les mêmes bonhommes, voilà, mais ils ne font plus le kidnapping ou quoi que ce soit. Ils s'attaquent à autre chose. Et il n'y a pas Sophie Marceau. Il n'y a pas Sophie Marceau, non. Dommage. Dans vos films, vous jouez à fond le décalage entre la Corse, les Corses et le continent et les continentaux. Quel conseil vous donneriez à un pinzout comme moi qui débarque en Corse chaque été, qui aime la Corse, qui aime les Corses, qui aime établir des relations avec les Corses, mais qui, quoi qu'il arrive, restera toujours un pinzout? Et ils viennent tous faire construire leur maison, hein. On est envahis par les pinzoutis. Nous aussi, on est des pinzoutis, non? Non, mais tu vas pas te mettre, toi aussi. Comme un mirage, la tête haute. J'ai tout quitté pour venir m'installer ici. Je fais travailler les gens du coin, je suis sympa avec tout le monde. Je suis pro-Corse à mort. Ne souciant plus du regard des autres. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici pour être considéré comme un Corse? Bah, faut être Corse. C'était l'Oli, c'était l'Odo, c'était Lola. Alors, les conseils. Déjà, il faut arriver, il ne faut pas trop rouspéter pour un oui, pour un non. Si vous voyez une voiture devant vous, vous voyez que c'est quelqu'un du coin qui discute avec quelqu'un d'autre qui est assis à la terrasse d'un café, ne klaxonnez pas, ça c'est pas bon. Voilà. On a des petits détails comme ça, de ne pas bousculer ou d'arriver, de ne pas vouloir changer les règles locales, on va dire. Voilà. Ça, il vaut mieux éviter. Voilà. Mais vous savez, vous dites un pinzout ne sera jamais un Corse, mais vous savez, mais c'est pareil pour nous. Moi, je viens d'un petit village. À 4 km, il y a un autre village, on se connaît tous, mais j'ai beau même, par exemple, acheter une maison dans ce village juste à côté du mien, je ne serai jamais considéré comme un habitant de ce village. C'est comme ça, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être considéré comme un vrai Corse? La réponse est dans le film. Il faut être Corse, voilà. Ouais. Bon, c'est très clair. Dans votre film, on retrouve évidemment Philippe Corti. Alors, dans son rôle extraordinaire de maçon portugais, on voit qu'il a encore travaillé le rôle. Oui. Comment vous faites pour pas exploser de rire à chaque prise avec Philippe Corti, sa grosse moustache? Mais on rigole, tout simplement. On n'arrive pas On a eu un fou rire avec Cad et Patrick Timsit, parce qu'à un moment donné, il nous sortait une réplique. En parlant de Patrick Timsit, il dit « il était tout comme une moule ».
Et on n'arrivait plus, En plus, il le fait super bien. C'est une vraie moustache qu'il a. Hein. Il a laissé pousser la moustache et tout. Ouais. Il a pris des cours d'accent portugais. On a travaillé un petit peu ça, mais c'est toujours casse-gueule les accents, mais il le fait très bien, quoi. Ouais. Mais Philippe est doué hein, pour la comédie. Pas que, hein. Il sait jouer le drame hein, aussi. La morue à l'arrière du 4x4, vous l'avez enlevé rapidement ou ça sentait vraiment très fort? Ça commençait, je sais pas, la scène a dû durer 3-4 heures et ça commençait à sentir. Alors on retrouve aussi le gnou, Jean-François Péronne. Là, vous avez dû batailler, cravacher avec la production pour avoir un budget coiffure conséquent. Alors vous savez quoi? À chaque fois, le coiffeur essaye de lui faire sa coupe, mais finalement c'est lui qui se la fait parce que maintenant il est rodé, vu qu'il a la même coupe dans son spectacle, parce qu'il tourne avec son spectacle, le gnou, qui cartonne d'ailleurs. Et du coup, c'est lui qui se prépare la coupe avant chaque spectacle et il a pris l'habitude, en 2 minutes, c'est fait, quoi. Ouais. Alors qu'un coiffeur met 20 minutes, une demi-heure. Ouais. C'est un art, hein, sa coupe. La marche afghane, vous avez trouvé ça comment? Vous savez que ça existe, en fait. Oui, ben, j'ai regardé. Je me suis documenté. Moi aussi. Elle ne ressemble pas à celle qu'on a, qu'on a mise dans le film. Ouais. Ça, nous, on l'a mise d'une manière un peu comique. Mais oui, c'est une marche, en fait. C'est une histoire de faire 3 pas avec un jeu de respiration. C'est pour les cas où certains souffrent on va dire, de bégaiement, mais dû à une respiration inversée. Alors, je ne suis pas un spécialiste non plus. Et ça marche aussi vite que dans le film? Alors, dans le film, non, honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça prend. Ça doit dépendre aussi du problème de la personne. Hein. Ouais. En tout cas, ça existe et moi, je m'en suis servi et je l'ai adapté pour la comédie, quoi. Alors, il y a plusieurs films où vos personnages bégayent. C'est le cas de Tutu dans... Permis de construire, permis de détruire. C'est le cas de Max dans Le Clan. Alors c'est quoi? C'est juste le ressort comique ou il y a quelque chose derrière cette histoire de bégaiement? Ah non, il n'y a rien derrière. Mais alors Max, il bégaye simplement quand on lui parle de blues. Parce qu'il a une phobie des blues. Sinon, il ne bégaye pas. Voilà. Il a un blocage sur la blues. Dès qu'il voit des blues, ça c'était juste pour apporter un ressort comique. Ouais. Non, j'ai pas de souci avec ça. Lors de l'avant-première à Nice, il y a un spectateur qui vous a demandé comment vous arriviez à sortir autant de conneries. Ah oui. Vous étiez dans la salle. Ah oui. C'est un vrai boulot de sortir autant de conneries, de trouver autant de répliques, de gags, de situations. Ah oui, c'est un boulot d'écriture. Ouais. Alors, je note plein de trucs des fois, c'est pas forcément lié à un projet. Je note ça sur des carnets, et puis quand je passe à l'écriture d'un projet, je plonge dans mes carnets, je me dis tiens, ça pourrait rentrer. Lui pourrait dire ça, ou elle pourrait dire ça, voilà. Mais c'est un boulot de longue haleine, quoi. Et ça s'enrichit avec les autres. Il y a des répliques qui sont venues comme ça et qui sont restées et qui sont des répliques fortes. Ça peut arriver. D'ailleurs, une des répliques du Clan qui est devenue un peu culte, celle de comment s'appellent les habitants de Hong Kong, et je réponds mais il faut tous les noms. Ça, c'est venu sur scène, ça a été une impro, par exemple. Donc, quand il y a des choses qui arrivent et qui améliorent, on les garde, hein, bien sûr. Ouais. On ne va pas s'en priver. Mais c'est un vrai talent de trouver... c'est un talent, mais c'est du travail aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de génial non plus. Faut pas... Il y a des aptitudes, on a tous certaines aptitudes. Moi, je vois, il y a des gens avec un stylo comme ça en 2 secondes... Ils vous font un dessin, c'est magnifique. Ouais. Moi, je peux passer des heures, ça ne va jamais venir, quoi. Ça va être une catastrophe, ce que je vais dessiner. Donc, on a tous des aptitudes pour faire des choses un peu plus facilement que les autres. Mais après, ça ne suffit pas, il faut bosser quand même. Ouais. Et quand on trouve une réplique qui fait mouche, on sait que ça va marcher ou c'est très aléatoire? Hein. En général, on sait que ça va marcher. Ouais. Voilà. C'est arrivé qu'on se plante. Hein. Et le contraire. Des fois, une réplique qui nous paraît banale et boum, la salle rigole. On dit, mais comment ça se fait? C'est assez aussi, il y a un truc un peu irrationnel. Hein. Ouais. On arrive maintenant à la séquence pile ou face, le cœur de l'émission. Le principe, il est simple. L'invité lance la pièce à 4 reprises, il tombe sur pile, une question, et sur face, une question totalement opposée. Le hasard crée la tension, la réponse révèle la vérité. Et c'est ça qui rend chaque interview unique. Alors, à vous de lancer. On va faire le premier lancer qui est le lancer gagné-perdu. Pile et face. Ok, voilà. D'accord. Donc, Eric, à vous de jouer. Face. Face. Qu'est-ce que la vie vous a pris de plus cher?
Pile, pardon. Qu'est-ce que la vie m'a pris de plus cher? Alors, humainement, des amis, quoi, voilà, comme tout le monde. On a tous autour de nous des... Mais c'est la vie, comme vous dites, voilà. Alors, voilà, des amis qui sont partis, voilà. Après, qu'est-ce qu'elle me prend de plus cher? Mais c'est un échange, c'est pas quelque chose qu'elle me prend, c'est mon temps, voilà. Ouais. Le temps, c'est précieux, mais en même temps, pour faire ce dont j'ai envie, je le dépense volontiers, ce temps de vie. Voilà. Et ce temps, il file vite quand on est, on parlera de vos projets, mais quand on est aussi pris et occupé que vous. Oui, mais c'est pas grave. Faut pas essayer de lutter contre le temps, parce qu'on perd, ça c'est sûr. Et puis c'est comme si on essaye de nager à contre-courant, ça je le dis souvent, si on essaye de nager à contre-courant, on se noie assez vite. Ouais. Il faut se laisser porter par le temps, ne pas trop... Enfin moi je calcule pas trop le temps, voilà, j'essaie de m'organiser par contre, pour l'exploiter au maximum. Mais voilà, mais je prends même mes amis qui sont partis, au moment évidemment où ils partent, ou au moment où je pense à eux, ça me fait mal comme tout le monde. Mais je ne suis pas, comment dire, triste par rapport à tout ça, parce que c'est la vie. C'est comme ça. Nous aussi, on va partir. Tout le monde va partir. Vous dédiez souvent vos films à des gens qui sont partis. C'était le cas pour votre frère dans Le Clan. C'est le cas notamment pour Émilie de Cannes avec Permis de détruire. C'est une petite chose, mais c'est important. Bah oui, c'est juste une manière de montrer... Pas forcément la personne, parce que je ne sais pas s'il y a un au-delà ou tout ça, mais en tout cas les gens qui entouraient cette personne, ou les gens tout simplement qui l'aimaient à travers des films. Enfin, ce sont très souvent des artistes, mais pas que, parce que ce film-là, il y a Émilie de Cannes, il y a François Berlingue, qui était un comédien qui avait joué avec nous dans Permis de construire. C'était l'un des deux vieux qui se trouvait à côté du panneau. Et il y avait mon ami d'enfance, Pierre. Bon, là, les gens ne le connaissent pas, mais moi, voilà, c'est une manière, je leur fais un petit clin d'œil, quoi, voilà, un petit coucou. Alors, on va passer au deuxième lancer. Je vais vous demander de reprendre la pièce. C'est Le pouvoir et la peur. Face, décidément. Alors, il y avait une chance sur 4 au niveau des probabilités pour tirer 2 fois face. Quelle est votre plus grosse phobie? Ah, purée. Alors, tout ce qui est bestiole, les phobies, oui. C'est les petites bestioles du type... Rien que de le dire, les montres religieuses, les phasmes, oui, ces bestioles, on dirait des brindilles, les blattes, les trucs comme ça. C'est pas une phobie, mais ça y ressemble quand même. Ça me dégoûte, on va dire. Voilà, ça me dégoûte beaucoup. Et dans les animaux corses, qu'est-ce qui... Les phasmes, c'est une espèce de truc qui avance comme une brindille. Il fait croire que c'est une brindille. C'est un menteur déjà. Voilà. Il y a ça, et j'aime pas les pieds. J'ai horreur des pieds. J'ai des copains, c'est le contraire, ils adorent les pieds. Ouais. Voilà, moi, il y a beaucoup de fétichistes. Énormément. Ouais. Et moi, voir ces trucs comme des franges, là, des petits trucs très bizarres, les pieds. Ouais. Alors, j'ai lu que vous aviez aussi la phobie des poupées. Ah oui, c'est vrai. Alors, des yeux de poupées. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'est un peu passé. Mais quand j'avais une quinzaine d'années, dès que je voyais des poupées, parce qu'en fait, j'avais vu un film d'horreur. Et c'était des poupées qui tuaient, ça m'avait traumatisé. Et dès que je voyais des poupées, ma mère, elle en avait une tonne à la maison, je leur arrachais les yeux en fait. Comme ça, elle ne me regardait plus. Ah oui, c'est une solution. Voilà. On va passer au troisième lancer. Alors là, il y a une chance sur 8 pour que je tire face. C'est ça. Ça serait beau. Pile. Allez, voilà. Pile, où est-ce que vous vous voyez dans 20 ans? En fait, je ne me pose jamais la question. J'espère que je pourrai profiter un peu plus du temps, c'est-à-dire continuer à faire de l'artistique parce que c'est ma vie, mais pas autant, pour que je puisse, on va dire la moitié du temps dans l'année, voyager, profiter des amis, lire, fumer un petit cigare, si je fume encore dans 20 ans, je sais pas, une partie de boules. Voilà, ça j'aimerais pouvoir gérer mon temps. Aujourd'hui, je n'ai pas le luxe de pouvoir dire « Oh, je verrai l'an prochain ». Là, tout ce qui arrive, je suis obligé de le mettre en marche parce qu'il y a une dynamique. Ouais, vous êtes dans la dynamique, mais vous n'êtes pas dans des objectifs de carrière où vous dites « non. Là, il y a un objectif dans 2 ans, dans 5 ans ». Non. Vous laissez porter par le cours des choses. Oui, voilà, par le courant, encore une fois, voilà. C'est difficile de monter des projets quels qu'ils soient, difficile de toucher un public qui vous aime.
Donc là, c'est le cas. Eh ben, je veux pas laisser retomber cette énergie, ce mouvement, cet élan, on va dire. Mais j'aimerais bien plus tard acquérir une notoriété qui puisse me permettre de choisir, quoi. Voilà, de dire bon, là, dans les 6 mois qui viennent, je fais rien. Ça me plairait. Parce que le succès, il est venu progressivement. Oui. Il n'est pas venu d'un coup. Non, ça fait 30 ans, ça. C'était l'histoire de 30 ans, ouais. Oui, parce que je fais pas partie de ces artistes. Je sais pas, marketing ou avec mon accent, c'est toujours un peu spécial, donc je fais pas partie des petits papiers des stars, quoi, voilà. Mais en revanche, j'ai tissé un lien avec un certain public qui a grandi au fur et à mesure, et ce lien est solide. Et il me plaît beaucoup parce que j'adore mon public. J'adore les gens qui aiment ce que je fais. C'est le public que je cherchais. On l'a vu, moi je l'ai vu à l'avant-première, vous faites des films qui font du bien. Oui, voilà, moi je ne me considère pas comme un artiste au sens, vous savez, un peu perché au-delà des autres ou dans un autre monde. Moi, c'est très noble dans ma bouche. Moi, je suis un amuseur qui propose aux gens de se divertir l'espace d'un moment. Voilà. Vous disiez à l'avant-première, je fais du pagnol moderne. Oui, alors c'est peut-être... j'ai exagéré peut-être parce que Pagnol, quand même, c'était quelqu'un de beaucoup plus doué. Mais je voulais dire sur l'esprit, le genre d'univers. Vous voyez, quelque chose du Sud, mais un peu moderne, qui peut parler d'autre chose que du Sud. C'est jouable aussi, mais... Non, si j'avais le talent de Pagnol, ça se saurait quand même. Et il y a aussi la bienveillance, parce que vous avez un humour qui fait que vous vous moquez, mais c'est jamais méchant, blessant. Ça correspond vraiment à votre manière de voir les choses. En fait, voilà, je voudrais reprendre votre terme, c'est pas vraiment de la moquerie, justement, parce que la moquerie, c'est déjà une forme d'attaque, quelque part. Non, je ris du travers des personnages, je ris de moi-même aussi, en autodérision, je n'hésite pas à me fracasser. Voilà, mais rire avec quelqu'un, c'est pas pareil que rire de quelqu'un. Moi, je ne veux pas blesser parce que... C'est-à-dire que pour faire rire 100 personnes, si je dois rendre triste une personne, ça me déplaît. Voilà. Mais c'est tentant à certains moments. C'est tentant, mais c'est tentant, mais c'est pas ma nature. Je veux dire, puis il y a des gens qui le font très très bien, et ça me fait rire. Mais je me dis toujours, mais il y a peut-être des gens qui vont se blesser, et ça me gêne un peu, moi. J'essaye de... Alors, je veux pas que tout le monde... J'essaie pas de faire un truc qui plaise à tout le monde, mais j'essaie de faire un truc qui ne blesse personne. J'essaye, des fois on peut blesser quelqu'un sans le vouloir. Il y a des fois où vous n'y êtes pas arrivé, où vous avez blessé, où vous avez eu le sentiment de blesser. Peut-être, mais si c'est le cas, je le regrette, mais je m'en suis pas aperçu en tout cas. Si vous aimez l'émission Pile ou Face, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer nos futurs invités. Bien sûr, cela nous aide aussi à développer la chaîne. Allez, je vous remets dans l'interview. On va passer au dernier lancé, l'instant décisif. Bon, là, il faudrait faire pile. Là, du coup, ça fait 2 phases de pile. Ce serait top. Pile. Magnifique. Si vous aviez le pouvoir de remonter le temps et de rencontrer notamment des personnes disparues, des personnalités ou des gens de votre entourage, avec qui vous aimeriez partager un repas? Un repas il faut choisir qu'une personne, c'est ça? Louis de Funès. Oui. Pour parler de l'artistique, après, dans le privé, ça... C'est votre modèle? C'est pas forcément un modèle, mais je sais pas, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a donné l'envie de faire rire. Même si je voulais pas faire ce métier, mais l'envie de faire rire, comme ça, même au quotidien, quoi. C'était un génie, puis je sais qu'il a galéré très longtemps, et puis c'était un bosseur, enfin, il y a pas mal de ces qualités que j'essaye d'appliquer à mes méthodes de travail. Voilà. Donc c'est une grande admiration pour Louis de Funès. Je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas mérité, mis à part, parce que le public, lui, a reconnu son talent, mais les fameuses institutions, vous savez, on lui a donné un César à la fin de sa vie, comme on l'a fait d'ailleurs à Bernard Blier, qui sont quand même des monstres. On l'a donné des fois à des gens, vous m'excuserez, mais qui ne valaient pas grand-chose au niveau talent. Ces gens-là, ils méritaient, mais bon, ils ont eu l'essentiel, ils ont eu le public avec eux, c'est ça. Oui, je ne sais pas si c'est le mot admiration, mais j'aime beaucoup Louis de Funès, mais comme tant d'autres. D'ailleurs, Bernard Blier, je l'adore aussi, il y a une scène dans
Jo, je crois que ça s'appelle Jo, ou Monsieur Jo, je ne sais plus le titre. C'était une pièce de théâtre, ils en ont fait un film, où à un moment donné, ils ont une scène tous les deux. C'est à mourir de rire, parce qu'il y a Louis de Funès qui lui parle, mais il fait du style... il lui parle tellement doucement qu'on n'entend pas ce qu'il dit, et on a un Bernard Blier qui ne comprend pas. Et quand Bernard Blier lui répond, il fait pareil, et c'est Louis de Funès qui n'entend pas. Et là, il est à mourir de rire, cette scène. Il y a un jeu d'écoute dans cette scène exemplaire. Ouais, c'était des maîtres. Ah, ouais, là, c'est le haut niveau. Ouais. Alors, on passe à la dernière pièce. Celle-là, vous n'avez pas besoin de la lancer puisqu'il n'y a qu'une face. Et l'idée, c'est que on explore votre côté face, qu'on en sache un peu plus sur votre personnalité. Alors, je ne vais pas jouer les psys comme Cadmerade dans le film. En tout cas, j'espère que j'aurai plus de succès que lui avec les Corses. Mais voilà, c'est ce qu'on vous propose de faire. C'est parce que vous vous ennuyez beaucoup à l'école que vous avez eu envie de faire rire? Non, honnêtement, c'est parce que j'étais très timide, mais vraiment maladivement timide. Et j'avais constaté que j'avais en moi des aptitudes à faire rire. Et ça a été un moyen de trouver ma place auprès des camarades. Déjà, donc, trouver ma place auprès des autres et en plus, cacher ma timidité. C'était une pierre deux coups. La capacité de faire rire m'a permis de me faire une place auprès des autres et en même temps de mettre un masque sur ma timidité. Je me suis dit, en faisant le pitre, ils vont jamais se dire il est timide parce que j'avais une peur bleue qu'on découvre que j'étais timide. C'est peut-être un psy m'expliquera. Un instrument de communication. Oui. Et même plus que ça, c'était carrément social. Quoi. Ça m'a permis d'être avec les autres. Quoi. Quel genre d'enfance vous avez eu? Oh, une enfance rêvée. Des parents très aimants qui sont toujours là. Il y a des ouvriers. Hein. On habitait dans des quartiers HLM et tout ça. Mais... Quartier Lupino à Bastia. Ouais. Plus précisément, Montésor, c'est un quartier dans Loupine où on était tous tout le temps dehors. Voilà. À l'heure du goûter, tantôt on allait goûter chez un, tantôt chez l'autre. C'est vraiment super. Bon, avec des éducations pratiquement toutes les mêmes. On était bien. J'étais très heureux. Et d'ailleurs, c'est la période de ma vie que je préfère. Ah oui, carrément. Ouais. Les 8-15 ans, on va dire, c'est ma période. Quoi. Ouais. Alors, au départ, vous ne vous destiniez pas du tout à une carrière artistique. Vous avez failli mal tourner. Oui. Vous avez un doctorat de philosophie et vous vous destiniez... destiniez... Hein, je l'ai fait avec l'intelligence artificielle. Non, j'ai fait des études de philo parce que je ne savais pas trop quoi faire. Je suis allé dans cette voie parce qu'on m'a dit il n'y a pas de cours obligatoire. Donc moi, s'il n'y a pas d'obligatoire, ça me va. Il faut que je me sente libre et heureux, moi, dans ma vie. Mais oui, alors vous passez la première année, la deuxième, la troisième, etc. Puis au bout d'un moment, vous dites, à la fin, je vais enseigner. Je ne savais pas trop quoi faire. Quoi. Et puis c'est là que la vie décide autrement. Avec mon collègue de l'époque, Jacques Leporati, donc tu sais, qu'on a créé un duo parce que lui, il voulait faire ce métier. Il voulait faire du théâtre, voilà, il m'a demandé de l'accompagner à une répétition parce que sa voiture était tombée en panne. Et je voulais faire courte, voilà. Je suis arrivé dans ce monde-là comme ça. Voilà. Et vous n'avez jamais regretté d'avoir bifurqué? Non, franchement, je trouve que ça a été intéressant. Ma vie a été intéressante. Voilà. Et vos parents? Elle n'est pas finie, hein, mais... Vos parents, ils ont réagi comment quand ils ont appris que vous n'alliez pas être enseignant, mais voilà. Je me rappelle, début d'été, quand j'ai chopé le diplôme à la rentrée, je devais enseigner. Et j'ai dit à mes parents, à la rentrée, je vais pas enseigner, mais qu'est-ce que tu vas faire? Avec Jacques, on va faire des sketchs dans des bars. Parce qu'au départ, on a commencé comme ça, quoi, dans des bars, dans des restaurants. Alors là, j'ai vu un grand moment de solitude dans le regard de mon père qui m'a dit, mon fils, tu es fou. Non, papa, c'est pas grave, le diplôme, on pourra s'en servir plus tard, mais j'ai envie, je sens qu'il y a un truc. Là, écoute, j'essaye, mais en tout cas, je sens qu'il y a une voie dans ma vie que je pourrais exploiter, marcher sur ce chemin-là, ça m'intéresse. Si ça marche pas, je me laisse 2 ans. Si je vois que je progresse pas, allez, je deviens un prof de philo et on n'en parle plus. Et ils n'ont pas essayé de vous dissuader? Pas du tout, ils m'ont même donné un coup de main. Ils m'ont aidé. Ouais. Et ils sont fiers de vous aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Enfin, ils me le disent, mais je pense que c'est vrai, quoi. Voilà, bien sûr. Qu'est-ce que vous conservez de cette formation en philo?
Bah déjà, le plaisir de m'être cultivé un peu, parce que Ouais. moi, étant jeune, j'ai jamais lu. Enfin, j'étais un peu un ignare, quoi. Et bah, du coup, vous êtes à la fac de philo, Ouais. vous êtes malgré tout obligé, Ouais. j'aime pas ce mot, mais vous en apprenez des choses et vous trouvez il y a plein de choses que vous ignoriez qui étaient intéressantes. Et du coup, vous vous dites, mais peut-être qu'il faut que je m'intéresse à plein de choses qui, a priori, ne m'intéressent pas, parce qu'il y a des choses intéressantes à savoir. J'ai gardé le goût d'apprendre grâce à la philo et de raisonner, d'organiser un raisonnement, de réfléchir. Là, je le retrouve un peu dans mon écriture. Voilà. Donc, je ne parle pas du contenu de mon écriture, mais de Ouais. la forme de construction de mon écriture. Et c'est pour ça que dans le clan, Max, le boss, lit du Descartes. Oui, tout à fait. De temps en temps, je mets un petit Petit clin truc. d'œil. Oui, bah oui. J'essaye d'amortir toutes ces Ouais. années d'études. Alors, c'est assez paradoxal en fait, parce que vous dites, je ne veux surtout pas que les gens réfléchissent dans mes films. Ouais. C'est contradictoire par rapport à... Ben, en fait, en y réfléchissant, je me suis aperçu qu'il y a des choses beaucoup plus fortes en émotion ou même en sensation que la réflexion. Souvent, on croit que la réflexion, c'est le moteur de tout, mais moi, je suis arrivé dans un point dans ma vie où je pense que la réflexion, l'intelligence, tout ça, ça reste un outil. Ouais. Et que sentir, éprouver du plaisir ou des fois le contraire, c'est plus fort. Ça surpasse C'est du domaine de l'âme. ouais. Et je trouve que c'est premier, que c'est naturel, quoi, que ça vient plus vite. Et donc je me dis, si mes spectateurs sont dans un sentiment de ressenti, je préfère plutôt que de les faire réfléchir. Réfléchir à qui je suis pour faire réfléchir les gens. S'ils veulent réfléchir, ils ouvrent un livre. Non, j'ai envie qu'ils passent un bon moment, qu'ils se sentent bien. Voilà. Alors, vous ne faites pas que de la comédie, hein. Vous Non, avez bien aussi incarné des personnages assez sombres. C'est encore le cas dans Plaine Orientale. Mais la comédie, c'est ce que vous préférez. Et c'est une manière de masquer des éléments de votre personnalité, peut-être voilà, moins drôle, moins... Alors, justement, quand on incarne un tueur comme dans Plaine Orientale ou dans Mafiosa, il y a sûrement une inspiration d'un côté plus sombre en nous. Je ne fais pas d'introspection là-dessus. Pourquoi je fais des comédies? Mais parce que ça me vient comme ça et que les gens m'ont connu là-dedans et que du coup, eh ben, voilà, j'échange et je partage avec eux. Mais moi, je me dis que je vais faire d'autres choses aussi. Pas pour changer, hein, mais encore une fois pour apprendre et découvrir, quoi. Je voudrais bien écrire un film historique, un film d'amour, même un film d'horreur. Enfin, Un film historique sur quoi? Qu'est-ce qui vous brancherait? Bah, moi, j'ai déjà mon idée, mais j'ai déjà mon idée, mais je préfère pas en parler parce que j'aime pas parler dans le vide. Je crois que vous avez déjà incarné Napoléon. Oui, alors c'était une production russe, effectivement. Ouais. Un tournage très éprouvant parce que c'était d'octobre à avril. Ouais. C'était en 2012 parce qu'ils avaient fait ça pour le bicentenaire de la marche de Napoléon sur Moscou. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est jouer la comédie ou jouer des rôles dramatiques? Enfin, je ne sais pas pour mes camarades, me concernant, jouer la comédie, c'est costaud. Ouais, c'est dur. Après, il y a plusieurs sortes de comédies. Hein. Il y a des comédies légères, des comédies de texte. Et après, il y a des comédies plus compliquées, notamment incarner un personnage comme celui de Belette dans Le Clan. Ouais. C'est très très dur, enfin, à mon goût. Ouais. Qu'est-ce qui est dur? C'est le rythme, l'énergie qu'il faut qu'on lâche. Il y a carrément une agitation corporelle. Ça, je l'ai beaucoup appris avec la comédie Adélard, où au moment de jouer, vous vous mettez... Enfin, c'est comme s'il y avait un costume matériel de votre peau, de votre manière de... Et ce qui fait que vous vous faites rire avant d'avoir ouvert la bouche. Exactement, à certains moments. Une posture, Ouais. Et il y a tout à prendre en compte en même temps. Quoi. Il y a beaucoup de paramètres en comédie, beaucoup plus que dans le dramatique, où carrément on vous demande de parler avec le même ton, alors qu'en comédie, le ton est hyper précis et variant. Il y a le cinéma, mais ce que vous préférez avant tout, c'est le spectacle. Oui, parce que c'est pas le fait que je préfère le théâtre au cinéma, c'est qu'au théâtre, il y a les gens. Il y a le contact direct. Voilà, Ouais. et moi, ce qui me pousse à faire ce métier, c'est de partager avec les gens. Alors évidemment, tout ce qui est scène, c'est logique que je préfère ça, parce qu'ils sont là.
Et ça, voilà, c'est un plaisir, une satisfaction. Ben ouais, c'est un moment vivant. Ouais. Vivant, alors qu'un film, on le tourne, et après, je ne veux pas dire que c'est mort, mais voilà, ça devient un objet. Là, on est tous les soirs dans un moment vivant et d'échange avec les gens. C'est des moments de vie, la scène. Pour revenir au cinéma, dans Permis de détruire, le personnage que vous incarnez s'appelle Santos. C'est, je crois, le surnom de votre père. Le prénom, en fait. Le prénom de votre père. C'est Santou, c'est Toussaint, Oui. voilà, en Corse. Ouais. Alors, il s'appelle Toussaint Joseph, ça fait un peu long, quoi. Santou disait, vous imaginez comme c'est long. Ouais. Oui, alors c'est un petit, je fais toujours des petits clins d'œil comme Ouais. ça. Par exemple, le gnou s'appelle Achille parce que j'ai connu un Achille qui malheureusement nous a quittés, et que j'aimais beaucoup, voilà, avec qui on fumait des cigares. Je fais toujours des petits clins d'œil. Donc votre famille est très importante, y compris dans vos films. Mais ma vie est importante, quand je dis ma vie, pas moi, pas l'ego. Tout ce qui m'entoure dans ma vie est importante par rapport à ce que je raconte, quoi, voilà. Oui, je dissocie pas ce que je fais de ce que je vis. Alors votre fille Lélia a un beau rôle dans Permis de détruire et une sacrée présence. C'est pas trop compliqué pour un réalisateur qui est un père de diriger sa fille? Eh ben, je me suis posé la question. Elle se l'est posée aussi. Et en fait, quand on arrive sur le plateau, non. Ça va à 2000 à l'heure, ma chérie. C'est comme si, je sais pas, mais c'est comme si je suis un entraîneur et que c'est un gardien de but et que je lui dis non, il faut que tu planches comme ça et pas comme ça. Et au moment où je lui dis ça, je ne me rappelle pas que c'est ma fille. Et elle, au moment où elle prend l'info, je ne suis pas son père, je suis le coach. C'est pareil sur le plateau, quoi. Je lui dis, ma chérie, un peu moins vite, bouge moins, comme ci, comme ça. Et voilà. Non, j'ai cru que ça allait être un problème, mais en fait, non. Et elle se destine à une carrière de comédienne ou c'est... Non, en fait, là, c'est pas un petit rôle. C'est curieux. Ouais. La première fois que je lui ai proposé un rôle, c'était sur Inestimable. Elle était toute contente. Elle jouait ma fille en plus. Donc j'ai dit, ça va nous faire des super souvenirs. Ok. Elle a joué dedans. Tout le monde lui a fait des compliments. Elle était contente. Elle m'a pas dit, papa, je veux faire ça. Elle a continué son cursus. Je lui ai proposé de jouer dans Permis de détruire. Elle était super contente, elle a fait. Mais depuis, elle m'a pas dit, papa, je veux faire ça comme métier. Non, non, là, voilà, elle va passer son bac. Elle a déjà été prise avec l'histoire de Parcoursup. Vous savez, il faut faire les dossiers avant. Donc, à la rentrée, voilà, elle va faire ses écoles de prépa, tout ça. Et je lui dis, s'il y a un rôle, elle dit, on essaiera de trouver l'emploi du temps. Mais en fait, pour l'instant, voilà, ça se fait un peu comme ça. Donc on la croisera peut-être dans vos prochains films, mais c'est pas nécessairement... J'espère. J'espère, parce que c'est super sympa de tourner avec sa fille. Alors on va parler un peu plus en profondeur de la Corse et de la région. Tous vos longs métrages sont made in Corsica. Est-ce que vous imaginez un jour faire un film qui soit pas tourné en Corse? Bien sûr, oui. Là, je viens d'ailleurs de faire des repérages pour un film, si on arrive à le monter, qui ne se passera pas en Corse. Et puis je vous dis, j'ai envie de varier, quoi. Même des styles différents un peu. J'ai pas envie de m'enfermer dans moi-même. Un des personnages dans Permis de détruire qui dit qu'il a une espérance de vie d'une semaine en dehors de la Corse. Vous, c'est quoi votre espérance de vie? Pas beaucoup plus. Non, je plaisante. Non, je plaisante. C'est pas le fait d'être sur le continent, c'est de ne pas être chez moi. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce qui me manque? Le plus quand vous n'y êtes pas? Ma maison, ma famille, quoi. Ma famille, mes amis, mes petites chiennes, un peu comme tout le monde, mon chez-soi, quoi. Je suis très casanier. Alors, Permis de détruire va sortir une semaine avant en Corse et dans la région PACA, donc vous appliquez une forme de préférence méditerranéenne? Non, mais j'aime bien faire plaisir à mon public, on va dire historiquement ou chronologiquement premier. Voilà, maintenant je ne fais pas de différence non plus avec les gens d'ailleurs. Mais c'est pour leur dire, bon, vous m'avez accompagné, vous m'avez découvert, vous avez toujours été là, allez, je vous fais une petite fleur, voilà, c'est tout. Donc c'est pas un message envoyé aux Parisiens notamment? Ah, je dis ça pour taquiner. C'est justement ce qu'on appelle en Corse la magagne, voilà, c'est pour taquiner, quoi. C'est un sport, la magagne? Ouais, c'est un sport culturel en Corse. Hein, On aime bien, on charrie, on dit, voilà.
L'humour corse, c'est quoi? Bah ça en C'est fait ça, partie beaucoup. ouais. Ouais. L'humour corse, c'est très proche de l'humour italien. C'est de l'humour toute la journée. C'est un théâtre Ouais. au village, dans le quartier. Voilà. Chaque petite scène de la vie devient une pièce de théâtre. Ouais. Quoi. Enfin, j'exagère, mais oui, on met tout en scène en fait. Voilà. Une partie de cartes, on la met en scène. Pagnol l'avait très bien fait. Toute une partie de boule, ça va devenir une scène. Voilà. Vous avez présenté votre film en avant-première à Nice, à Saint-Raphaël, à Cannes, à Cagnes-sur-Mer. La région, la Côte d'Azur, c'est quoi pour vous? Il y a des points communs avec la Corse? Oui, bien sûr. Déjà, la lumière, le soleil, c'est tout près. Puis on a fait aussi, on a fait beaucoup du côté d'Aix, à Pont-de-Campagne, Marseille, la Ciotat, Bandol. En fait, c'est des régions. Bon, moi, j'ai fait toutes mes études à Aix, donc c'est des régions qui me parlent, bien sûr. Mais il y a aussi l'autre côté. J'aime beaucoup Montpellier. Là, je vais y aller la semaine prochaine à Carcassonne, Béziers, jusqu'à Biarritz. Mais je ne veux pas dire pour autant que je n'aime pas au-dessus, parce que je suis allé à Thionville, par exemple. Vous voyez, Ah oui, quand même. pas loin de Metz. Quel effort! Je vais partout. Je vais partout. Après, c'est juste une histoire de proximité déjà. Et puis, c'est des endroits où je vais jouer mon spectacle. Donc, c'est des endroits où il va y avoir des grandes salles. Paris aussi, vous me direz. L'Olympia, c'est pas mal. Ouais. Alors, votre spectacle, justement, puisque vous serez à l'Olympia le 7 janvier, vous passerez aussi en janvier à Nice, au Nicaïa, et le 4 février, je crois, à Toulon. Oui, c'est le 30 à Nice, le 4 à Toulon, le 5 au Dôme de Marseille Oui. et le 7 au Zénith de Montpellier. Après, il y aura d'autres salles, bien sûr, un peu partout. Il ressemblera à quoi votre spectacle? Alors, je l'ai joué déjà l'an dernier en Corse, justement. Il ressemble à moi, voilà. Il ressemble à moi, tout simplement. Je l'aime beaucoup. 5 films, 5 longs métrages en 6 ans. Vous êtes un boulimique de travail. Mais le pire, c'est que non. Donc, c'est Parce une que souffrance. pour un Corse. Oui, voilà, exactement. Mais non, moi j'aime bien l'oisiveté. Ouais. Mais là, comme je vous l'ai dit, il y a un élan, il y a des choses qui se passent. Je ne peux pas ne pas les faire. Donc, Plaine Orientale 2, c'est la série, c'est bientôt parti. Oui, le tournage débute le lundi 8 janvier. Pardon, 8 juin, ça va beaucoup mieux, moi. Le lundi 8 juin, après, ça dure 5 mois ou 5 mois et demi, c'est très long. La série, c'est très différent du cinéma, où on l'aborde de la même manière. C'est pareil, au niveau du tournage, c'est pareil, sauf que ça dure plus longtemps. Et l'avantage de la série, c'est qu'en général, votre personnage est beaucoup plus étoffé. Il lui arrive plus de choses. Je dis bien en général, ça dépend du rôle que vous avez, bien sûr. Ouais. Mais on développe plus les personnages dans une série parce qu'il y a plus de place pour ça, quoi. Ouais. C'est des séries qui marchent très bien en Corse, Mafiosa, Plaine Orientale. Pas qu'en Corse, parce que par exemple, Mafiosa, ça a eu un succès de fou, mais la Plaine Orientale a battu des records aussi. Donc je pense qu'il y a un public pour ça, la preuve, quoi. Je pense pas qu'on force les gens à regarder. Le succès de vos films en Corse, j'imagine que le succès c'est important partout, mais est-ce que c'est plus important en Corse qu'ailleurs? Je crois que c'est Le Clan, vous avez battu le record de box-office en Corse. En fait, en Corse, il n'y a jamais un film qui a fait autant de vues, mais y compris les films américains. Il y a eu Le Clan qui a fait 63 000 entrées. En Corse, 63 000, c'est énorme, parce qu'on est quoi, 350 000 à peu près. Quoi. Donc Eric Fraticelli, c'est plus fort que Spielberg. Oui, parce qu'en fait, on a eu la seconde marche du podium, c'est aussi permis de construire, avec 61 000 tickets vendus, je crois. Et puis il y a eu Inestimable avec 59 000. Et en 4e position, c'est Titanic, depuis des années, le record n'avait pas été battu, avec 41 000, je crois. Et après, tous les grands succès, mais c'est rigolo de voir une telle différence. Donc effectivement que c'est important pour moi que ça plaise au public corse, parce que lui me montre quand même qu'il se bouge pour moi, qu'il est là avec moi. Et je ne veux surtout pas que ce que je fais ne leur plaise pas. Ça, j'espère ne pas me tromper. Et cette notoriété, ça vous complique pas la vie à certains moments, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes en Corse
Compliqué, non. Des fois bah, évidemment, vous êtes fatigué ou alors tranquille en famille et bon, bah, on vient vous voir ou vous parler, mais c'est pas grave, et pas si dérangeant que ça va. Je n'ai pas non plus la notoriété d'une star, donc ça va, c'est vivable. Mais vous êtes présent partout, vous êtes présent au cinéma, vous êtes présent à travers vos spectacles, vous êtes beaucoup présent aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes un influenceur. Moi, je dis que je suis un désinfluenceur. Non, j'aime bien les réseaux sociaux parce que quand même, c'est magique ce truc, quoi. Ça, je le dis beaucoup aux jeunes, mais allez-y, éclatez-vous. Vous avez besoin juste de votre téléphone, hop, et puis vous envoyez, et puis ça part. On arrive à contourner, pardon, mais les médias. Il y a une possibilité incroyable de liberté. Et j'ai dit, c'est super ces trucs. Moi, ça me plaît. Quand je suis chez moi, je fais ça, j'appuie, puis après, je vois les chiffres. Tant que vous actualisez, vous voyez 1000 vues, vous actualisez, hop, 2000. Putain, mais ça. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2-3 secondes, il y a 1000 personnes qui ont regardé le temps que vous fassiez ça. C'est magique, quoi. C'est super ce qu'ils ont inventé. Là. Et il n'y a pas besoin de personnes, il n'y a pas besoin de matériel. Non. Quand vous faites dans votre cuisine la vidéo sur l'espèce de panier à salade Leclerc. Alors, il y a les influenceurs. Eh ben moi, je suis un désinfluenceur. Je vais vous désinfluencer des produits de merde. Voilà, par exemple, vous voyez ça, voilà. Ça, c'est pour essorer la salade chez Leclerc. C'est pas clair, je vous le dis, regardez, voilà. Donc, déjà, je vous montre. Déjà, c'est douteux. Vous essayez de le mettre, et là, vous essayez de tourner. Et vous tournez, et vous tournez votre cul. Le truc qui vous reste à la main. Vous tournez, ça marche. Voilà, je les sors. Voilà la salade. Vous savez que ça a été improvisé parce que ma femme, elle était en train de. Et elle se casse, elle marche pas, mais tu as vu ça? Je dis putain, mais c'est pas possible. Et du coup, j'en ai fait une vidéo, mais là, à l'instant T, vous m'avez montré qu'on avait un problème avec le saladier. Ouais, tout à fait. Donc là, vous êtes un désinfluenceur. Ah oui, là, voilà. Vous ne vendez pas quelque chose, non, mais vous démontrez quelque chose. Vous savez, j'ai beaucoup de propositions de partenariats pour vanter des produits et tout ça, mais je fais pas ça sur mes vidéos. J'ai pas envie que les gens pensent que je devienne un marchand pour toucher de l'argent, pour vanter des produits. Alors, à la limite, je vais peut-être fracasser des produits, vous voyez, qui ont des défauts, qui coûtent cher ou pas. Et peut-être que les concurrents peuvent me payer, du coup. J'avais pas pensé à ça. Ça serait pas con. Voilà, si une telle marque voudrait que je fracasse le concurrent, il me paye. Et moi, je fracasse le concurrent. Ça me plairait plus. Vous avez acheté un autre panier à salade ou... Oui, l'autre, on l'a fracassé direct. Il était nul, celui-là. Ah, il était pas cher, mais il marchait pas, quoi. Bon, merci beaucoup, merci à vous. Eric Fraticelli, d'avoir accepté de jouer le jeu, de lancer la pièce. Alors, la pièce est retombée, mais l'histoire continue. Alors, on le rappelle, sortie de Permis de détruire le 24 juin en Corse et dans la région PACA, le 1er juillet dans le reste de la France. On vous retrouvera aussi sur scène donc à l'Olympia le 7 janvier, au Palais Nicaïa à Nice le 30 janvier, au Zénith de Toulon le 4 février, à Marseille le 5 février et le 7 à Montpellier. Alors après, il y aura d'autres dates, et puis tout ça, on va les communiquer avec mon producteur Arts Live. Mais ça, c'est pour les plus grosses, on va dire, voilà. Donc, programme très chargé. Merci encore, Eric Fraticelli. Merci beaucoup. Merci de suivre cette émission, Pile ou Face. J'espère que vous avez pris du plaisir avec nous. N'hésitez pas à liker, à commenter. On répondra à tous vos commentaires et à vous abonner, bien évidemment. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec Pile ou Face.